Bonjour à tous, bonjour pour certains, je ne sais pas encore. Alors donc en ce début d'après-midi, nous sommes extrêmement honorés de recevoir Alain Mongeon dans le cadre de notre cher festival Éméra. Mais Alain Mongeon, peut-être que certains se demandent qui êtes-vous? Question que peut tarauder certaines personnes. Vous êtes originaire du sud de la France, vous êtes un des plus jeunes normaliens, et puis vous êtes fini par tomber dans une classe de lycée où l'enseignement vous a pris. Et là, vous êtes incapable de quitter le système scolaire, vous êtes anti-héros de l'échec scolaire. Et vous finissez au lycée Michelin, à Vanves, en classe préparatoire, où il s'avère qu'on a eu l'occasion de se croiser dans les couloirs en tant que professeur de géopolitique. Car oui, c'est bien ici la géopolitique qui nous intéresse. Dans un festival comme celui-ci, ayant pour thème la culture française, solution à nos crises, il nous semblait indispensable d'aborder cette discipline. En effet, la géopolitique, dans son histoire tortueuse, a été remise au goût du jour tout de même par un Français, Yves Lacoste, en 1976, avec son célèbre livre « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». On voit bien qu'ici, il y a l'importance d'interpréter les faits et gestes, l'actualité, les mouvements mondiaux. Donc la matière géopolitique a été boudée en raison d'accusations nazies, et elle se retrouve de nouveau sous le feu des projecteurs grâce au travail d'Yves Lacoste. Et elle est fort utile pour comprendre le monde contemporain et les crises que nous traversons. En effet, comment comprendre la crise au Moyen-Orient sans géopolitique? C'est possible. Comment comprendre la situation du Cachemire sans géopolitique? C'est impossible. Comment comprendre les résultats de l'Eurovision sans géopolitique? C'est impossible. On le voit bien avec la victoire de l'Ukraine, enfin bref. Ou encore, comment comprendre la France, sa culture, son identité sans géopolitique? C'est difficile. La France a été modelée par ses tentatives successives de rayonnement mondial, par Louis XIV, par Napoléon, par De Gaulle, et j'en passe. Nous exportons, et grâce effectivement à ce rayonnement, il possède des caractéristiques bien françaises. Nous exportons notre histoire de Vercingétorix à Gambetta, nos valeurs des droits de l'homme, ou encore nos grandes œuvres d'art. Enfin bref, la France a toujours tenté, pour reprendre une image de la belle époque, d'éclairer le monde de ses lumières. Et aujourd'hui, dans un pays plongé dans une sorte de malaise, dans une profonde crise, en pleine perte de vitesse, être le phare du monde est-il une solution? La question se pose. La place d'un pays comme la France, dans un monde multipolaire, voire impolaire, selon Bertrand Badi, n'est plus évidente, ne semble plus aussi naturelle qu'elle pouvait être du temps du général de Gaulle. Et aujourd'hui, que reste-t-il? Que reste-t-il du rayonnement français? De la France qui fut tout de même la puissance la plus importante sous Louis XIV, un des acteurs premiers de la construction européenne. Que reste-t-il de cette puissance française, de ce rayonnement? Un musée du Louvre à Abu Dhabi, les 800 antennes de l'Alliance française, la France-Afrique? Notre pays est-il véritablement influent avec le deuxième réseau diplomatique mondial, mais en même temps avec le nombre de textes écrits dans les organisations mondiales en recul? La France, puissance d'influence, pour l'interrogation, et c'est ce à quoi va essayer de répondre Alain Mongeon dans cette conférence. Merci beaucoup. Et place à M. Mongeon. Bien, tout a été dit. Je pense que la conférence est terminée. L'introduction va aller tous les développements. Voilà. Alors, il n'y a pas trop d'erreurs dans ce que tu as dit sur la biographie du personnage, sauf l'attachement à la France pédagogique et l'attachement donc au lycée Michelet, dont tu étais un ancien élève. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai répondu présent, lorsque par un soir d'hiver, tu m'as téléphoné pour animer une conférence. Mais alors je dois dire que j'ai répondu présent sans savoir que j'avais des copies de concours actuellement, que j'allais être submergé par le travail, et puis submergé aussi peut-être par les zadistes qui peut-être guettent dans le couloir. C'est quelques-unes des réponses que je vais donner à ce sujet sur la France, puissance d'influence. Voilà. Alors l'introduction, moi je dirais qu'elle est vraiment excellente. On va reprendre les vieux critères, c'est comment est-ce qu'on pourrait éventuellement essayer de définir l'influence.
il y a une très belle définition de Michel Fouché, c'est la suivante. L'influence, c'est quand on se promène, on voyage dans le monde avec des valises, avec des idées, des journaux. On arrive dans un pays, on parle, on fait des débats, et puis on s'en va. Et l'influence, c'est quand on laisse ses valises. Alors ce qu'on va essayer de voir, c'est ce que la France laisse comme valise à l'intérieur du monde, étant bien entendu que dans l'exposition préliminaire que tu as faite, on peut vraiment dire qu'il y a urgence à poser cette question de l'influence française. D'abord parce qu'on est bercé d'illusions, on ne sait pas trop où va l'économie française, on rétrograde. Je ne sais pas si vous avez vu le classement de la France en parité de pouvoir d'achat de 9e rang, on est après la Russie, ça commence à inquiéter. On peut se demander où va la France quand on voit également le pessimisme de la France. Là aussi, il y a des sondages qui sont quand même assez hallucinants et qui montrent que la France est aussi pessimiste que l'Afghanistan et que 31% des Français voient l'avenir de façon optimiste, et encore c'était il y a 15 jours, je ne suis pas sûr que le chiffre ne baisse pas depuis, et que l'Allemagne, l'Angleterre et autres pays européens sont devant, pour ne pas dire nettement devant, ils sont quand même devant nous. Il y a urgence à poser cette question parce qu'on a l'impression que ce qui faisait la force de la France, c'est-à-dire la capacité de réflexion, de débat, est un peu éclipsée. Il n'y a qu'à voir la façon dont un conférencier qui ne viendra pas lundi a été reçu à la République pendant ce qu'on appelle l'expression « nuit debout ». Le débat y est peu, dans la mesure où on va de doxa en dogme et on évite vraiment les controverses. Et puis la question est, à mon avis, urgente parce que soit on en réfère à nos maîtres historiens comme Brodel en disant j'aime la France pour ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, soit on en réfère à d'autres historiens qui nous ont bâtis, comme par exemple François Creuset, qui dit que l'histoire de la France est une bouffonnerie, une tragique comédie, ou un économiste que vous connaissez tous, Alfred Chauly, qui disait « La seule année positive pour la France a été 1928 ». C'est-à-dire que nous avons juste évité la crise de 1929, mais on a juste différé jusqu'en 31-32, et encore il y a des interprétations contradictoires. Alors ce que je voudrais essayer de faire, c'est non pas une provocation, mais essayer d'aller avec mesure pour évaluer, si tant est que ce soit évaluable, ce qu'on appelle donc l'influence française, en essayant de montrer d'abord que si on se pose la question de l'influence française, c'est qu'au départ, il y a peut-être une imposture française et une grandeur qu'on nous a attribuée et qui n'était peut-être pas une grandeur méritée. C'est le premier élément de cette réflexion. Il part par exemple de la taille de notre territoire. Est-ce que 550 000 km², ça vaut le coup d'aborder le thème de l'influence française quand on a des puissances comme la Chine, comme les États-Unis, le Canada, qui ont des millions de kilomètres carrés, jusqu'à plus de 9 millions de kilomètres carrés. Eh bien, la posture, c'est que la France a pu vendre sa puissance territoriale au travers du concept de zone économique exclusive, et de fait, la France, c'est 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. C'est le deuxième rang mondial, après les États-Unis. C'est une France, en plus, qui est la seule puissance à être omniprésente dans tous les océans. Et même quand on n'a pas de front avec l'océan Arctique ou Antarctique, on s'arrange bien pour être présent. Et actuellement, on surveille la nouvelle route du Nord-Ouest. Et Michel Rocard-Roupa, puisqu'il est responsable de ces océans, dans la pensée gouvernementale, veille à ce que la présence française soit influente, ne serait-ce que parce que là, vous aurez les prochains passages donc, de sous-marins nucléaires, et vous aurez les premières routes stratégiques qui vont opposer les grandes puissances.
Deuxième posture, c'est la population. On est quand même un petit hexagone qui va flirter demain avec 70 millions d'habitants, avec les puissances milliardaires qui ont un poids dans le nouvel ordre économique mondial, Chine, Inde. On a l'impression que nous sommes donc en deuxième division, voire en troisième classe. Et bien là, la même posture, c'est que la France a toujours fait valoir différents critères. D'abord que c'était le premier grand pays européen au XVIIIe siècle. Il faut se rappeler une époque où nous avions 26 millions d'habitants. C'était la France de Louis XIV, Louis XV, et nous étions la première puissance européenne. On fait valoir aussi le fait que nous avons aujourd'hui une natalité hors pair, une natalité, une fécondité qui nous permet d'avoir, avec l'Irlande, un des rythmes de croissance les plus importants. Alors, fi donc de la faiblesse de la population, qui veut dire souvent faiblesse du marché, mais installons au contraire la France comme une puissance en devenir par sa démographie. Parce que derrière cette population, pas par apprendre les analyses d'Emmanuel Todd, on a de plus la chance d'avoir une population homogène, et on est un des seuls pays à combiner les quatre strates de population et de cellules familiales que peut compter donc l'espace européen. Une autre posture aussi, c'est que nous avons été un pays, nous sommes un pays très frileux par rapport à l'immigration. Il ne faut pas oublier quand même que quand on regarde l'actuelle pression migratoire qui s'exerce sur l'Europe, en 2015, il y a eu 1 million de demandes d'asile donc formulées en Europe. Eh bien, la France en a reçu 5 000, 1,3%. L'Allemagne 100 000, les Hongrois 65 000, et de fait, la France est un des pays qui a le moins été sollicité par les demandes d'immigration. Eh bien là, on fait jouer en arrière-plan notre passé, bien sûr, de grandes terres d'accueil. On fait jouer notre passé de Platini, même si le mot, il ne faut plus le prononcer maintenant, à d'autres joueurs donc italo, tchèques, polonais, et la France des mines de l'Est était une France essentiellement tournée vers l'immigration. Pas oublier qu'on était le premier pays d'immigration européen à la fin du 19e et deuxième au monde, derrière bien sûr les États-Unis. On fait jouer aussi le fait que la France a été une puissance qui a quelque part boudé la construction européenne, empêché les quatre fers la construction européenne. Quand on voit les positions du trublion de Gaulle, vous connaissez les positions par rapport à la politique agricole commune, les refus qui ont marqué la politique de la chaise vide en 1965. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait valoir en face? On fait valoir le fait que la France forme un couple extraordinaire avec l'Allemagne, qui est le vecteur de la construction européenne, et on a l'impression que s'il y a une Europe, c'est une Europe à la française, puisque regardez bien en deux mots, la politique agricole commune est la politique la plus aboutie de l'Union européenne, et qui l'a voulu? La France, qui l'a bâti? La France, sur quel principe? Des principes donc français. Donc, je pense qu'on peut se dire que derrière l'Europe, on va aller chercher jusqu'à Sully, qui disait les Français n'ont plus rien à désirer, si ce n'est employer leur puissance à tenir l'Europe. Et derrière cette référence historique, on arrive à faire passer le fait que la France n'a pas été une puissance très engagée constamment et de façon continue dans la construction européenne. Et d'ailleurs, on verra aujourd'hui que sa perte d'influence principale se situe au sein de l'Union européenne. Alors on pourrait continuer comme ça longtemps, mais si vous voulez, dans cette imposture, il y a même l'imposture de l'armée française. Car finalement, l'imposture de l'armée française, c'est un budget relativement restreint dans notre budget national. C'est jamais que 36% du PIB, mais derrière, il y a la posture du nucléaire. Et la France s'affirme comme étant donc signataire du traité de non-prolifération nucléaire, dotée d'un armement nucléaire, et la France, au jour d'aujourd'hui,
malgré les restrictions qui ont été apportées, il y a encore 300 têtes nucléaires à sa disposition dans l'arsenal. En plus, on joue sur le fait que maintenant nous avons une force de simulation. On a donc des instruments d'expérimentation qui nous permettent de, si vous voulez, imiter et éviter de faire ce que font les Coréens du Nord, c'est-à-dire faire des essais en temps réel et sur le terrain. On a des systèmes de laser et autres qui nous permettent de nous installer parmi les grandes puissances nucléaires. Et on a toujours su en France que l'élément essentiel de la puissance, c'était la langue. Et bien là encore, il y a une imposture. La langue française est une langue qui a du mal à se régénérer. Il n'y a qu'à voir les différents débats à chaque fois que le dictionnaire Larousse annuel sort, pour savoir s'il faut intégrer webmaster, s'il faut intégrer zadiste, bien nommé ici à Nantes. Dans la nouvelle version, ces mots apparaissent. Mais en réalité, derrière cette relative fermeture de notre langue à différents types d'apports, nous avons aussi une posture extraordinaire, c'est que nous avons la langue de Rivarol qui est la 7e langue par ses locuteurs mondiale, mais si vous voulez, on a la 2e langue des organisations internationales, on a la 1re langue des Jeux Olympiques, on a la 4e langue au niveau d'Internet, et on arrive par ces chiffres-là à se bercer un petit peu d'illusion pour se dire que malgré la crise des lycées français à l'étranger, la langue française se porte encore bien. Moi je pense qu'on a aussi gonflé à l'extrême cet apport révolutionnaire de la France des droits de l'homme. D'ailleurs, il n'y a qu'à demander une ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme, Ramayad, ce qu'elle pense de la venue du colonel Kadhafi dans les jardins donc proches de l'Élysée. Et il n'y a qu'à voir les diatribes qui figurent contre l'attribution de telle ou telle légion d'honneur à des princes saoudiens héritiers dans des régimes qui pratiquent encore la flagellation, l'exclusion donc des blogueurs et l'exclusion des femmes dans le jeu politique. Mais nous sommes toujours considérés comme porteurs des droits de l'homme, et là, astucieusement, la France essaye d'apparaître militante face à un extrémisme radical, que ce soit au Mali, que ce soit en Centrafrique, pour être garante de la pluralité, de l'alternance et du jeu politique. Bref, on a l'impression qu'en France, on vit, si vous voulez, avec l'ombre de notre passé, et on se sert astucieusement de ce passé pour occulter complètement l'idée maîtresse, c'est que la France connaît, on va en parler, un relatif déclin. On ne prononcera pas le mot de décadence, parce que Chateaubriand déjà avait beaucoup travaillé sur la décadence de la France. On ne parlera pas de la déchéance, on va quand même laisser ça à des positions plus extrémistes d'Éric Zemmour et autres, mais on va se dire tout simplement que la France n'a plus l'influence qui était la sienne, elle pose moins de valises à l'extérieur de ses frontières. Alors, en resterait d'ailleurs la place aussi de la France au Conseil de sécurité, qui fait partie des anomalies géopolitiques contemporaines. Simplement, nous avons un rôle discret, 18% des motions et des votes. On peut aller jusqu'à 24% en tenant compte aussi des votes à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est beaucoup, mais peu à la fois. Et la justification de notre position au Conseil de sécurité était plutôt liée, bien sûr, à des faits liés à la Seconde Guerre mondiale, à la présence dans la zone économique exclusive dont j'ai parlé, et à l'aura, l'ombre passée de la puissance française. Alors moi je pense que ce que sait faire la France, par-dessus tout, pour apparaître comme une puissance influente, et ça serait un peu le deuxième élément, c'est multiplier un certain nombre d'artifices, si vous voulez, qui nous permettent à l'étranger d'exister, d'être porteurs d'une véritable identité donc française. Alors d'abord, bien sûr, nous avons une originalité diplomatique. C'est la France qui a bâti les schémas westphaliens, qui a bâti la diplomatie reposant sur la souveraineté des États. C'est la France qui a bâti la notion
de frontières au XVIIe siècle. Et fort de ça, on peut dire que la France a su créer et conserver une certaine originalité diplomatique. L'originalité diplomatique, c'est quand la France est dans l'OTAN sans être dans l'OTAN, tout en étant de retour à l'OTAN. Ça a été la trajectoire donc de la France à partir des positions d'abandon du gouvernement intégré par le général de Gaulle, puis de retour à la dynamique de l'OTAN donc par Nicolas Sarkozy, puis la tentative aujourd'hui de François Hollande de faire passer un axe franco-anglais dans la plupart des interventions, que ce soit par exemple en Libye et en Syrie, comme étant un peu le produit de cette diplomatie. On a également constamment su, en matière diplomatique, ménager les positions intermédiaires. Par exemple, c'est avec beaucoup d'étonnement qu'on voit que la France boude la réception du Dalai Lama, ou confie à des femmes de président le soin de remettre une écharpe et de recevoir en retour une écharpe. C'était le cas de Carla Bruni par rapport à la visite du Dalai Lama. Et on voit par ailleurs que, de façon très contrastée, la France est le premier pays à avoir reconnu, après la Grande-Bretagne, la Chine en 1964. Et là, De Gaulle, visionnaire, et a été donc à l'origine de ce désenclavement de la Chine qui la conduira en 1971 à regagner l'ONU. On voit aussi des positions très originales de la France dans le conflit israélo-arabe. On est capable à la fois d'accueillir la représentation internationale de l'OLP, d'accueillir pour ces derniers jours Yasser Arafat, avec des problèmes à l'hôpital de Clamart pour savoir si oui ou non il aurait été intoxiqué par des services secrets israéliens. Mais d'un autre côté, la France est incapable de promouvoir une véritable feuille de route par rapport au conflit israélo-palestinien. Dernier élément en date, c'est l'étonnement de notre Premier ministre, M. Valls, devant le fait que la France aurait signé à l'UNESCO une déclaration dans laquelle, bien entendu, Israël était très agressé par rapport à la politique du mur, par rapport à la politique non gradualiste de cette intervention. Et pendant ce temps-là, M. Ayrault, ex-maire de Nantes et ministre des Affaires étrangères, est en train de proposer une grande conférence de la paix avec Israël, avec les représentants palestiniens et avec M. Kerry, qui va vraisemblablement donc venir aux grandes dames des Russes. Donc vous voyez, cette position est très ambiguë et ça permet à la France, à mon avis, de pouvoir surseoir l'idée d'un véritable déclin. Je dirais que c'est la même chose par rapport au Fonds monétaire international. Voilà un lieu d'influence de la France, puisque traditionnellement les secrétaires généraux sont français, que ce soit M. Camp-Dessus, que ce soit DSK, que ce soit Lagarde, et on voit bien la double démarche, à la fois une démarche de plan d'ajustement structurel, une démarche très rigoriste par rapport aux pays en développement, mais en même temps c'est la France qui a permis aux pays en développement d'accéder à 46% des voix au sein du Fonds monétaire international, et si Strauss-Kahn était resté, nul doute qu'on arriverait aujourd'hui à pratiquement 50% des voix pour les pays en développement, car la France ne comprenait pas qu'un pays que le Brésil ait autant de voix au FMI que la Belgique. Il est vrai que ça a interpellé plus d'un. Position intermédiaire, c'est la position intermédiaire aussi par rapport à l'Afrique. Regardez par exemple à la COP21. Nous avons été capables d'organiser la COP21 et capables de faire signer 175 des 193 pays qui étaient invités un acte qui devrait être fondamental par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique et éviter d'aller au-delà des 2,5 en 2100 qui serait fatidique. Et dans le même temps, on observe que la France a été très saoudo-compatible, c'est-à-dire que la France n'a pas poussé en avant la fin des énergies fossiles en 2050, seul moyen d'éviter le réchauffement climatique à 2,5 et au-delà. On observe que la France a fait jouer ses positions traditionnelles par rapport à l'Afrique pour obtenir en échange
d'une faible partie du fonds de réserve destiné au PED, qui n'ont pas eu les 400 milliards auxquels ils avaient droit, mais à peine 100 milliards, dont on ne sait pas encore vraiment s'ils vont être financés jusqu'au bout. Et la France a obtenu des pays francophones d'Afrique, parce qu'il y a 80 pays francophones dans le monde, et l'essentiel se trouve des contingents dans les pays africains. Elle a obtenu que les pays africains diminuent leurs revendications, puisque vous savez que les pays africains ne voulaient pas participer à une sorte de reformulation du bilan énergétique, mais voulaient juste s'attacher à lutter avec de l'argent sonnant et trébuchant contre les conséquences immédiates du réchauffement climatique. Les positions de la France, elles sont tellement ambiguës que quand vous regardez par rapport à la mondialisation, par exemple, eh bien, c'est en France qu'est née ATTAC, donc cette association pour la taxe Tobin et l'action citoyenne. C'est en France qu'est né le projet altermondialiste, mais c'est en France qu'on a un des échecs les plus cuisants par rapport à cette démarche. C'est lorsque Jacques Chirac, un jour, rêve d'une taxe sur les billets d'avion. Il y a au départ, pour financer les pays en développement, au départ 43 pays inscrits, à l'arrivée 19 pratiquants, à l'arrivée, au jour où je vous parle, 9 pays qui payent, et à l'arrivée une taxe qu'on appelle la taxe Air France, puisque finalement, la seule compagnie aérienne qui paye vraiment la taxe est Air France, 96 millions d'euros, et Air France rue dans les brancards en disant qu'à l'heure des économies budgétaires, il serait peut-être important de lever un peu ce problème-là. Ambiguïté, donc, continue de la France. Moi, je ne sais pas, mais quand on a un programme France-Afrique de partenariat avec l'Afrique et qu'on laisse à un Valenciennois, M. Borloo, le soin d'avancer son plan sur l'électrification de l'Afrique, avec 200 à 250 milliards d'euros qu'il cherche et qu'il est en train peut-être de trouver. Et quand on n'est pas capable d'être vraiment les porteurs de ce projet, on peut dire là qu'il y a un décalage, et je crois que l'influence française, elle réside un petit peu donc dans ce flou. Et puis, il y a un flou aussi, parce que quand on regarde notre puissance économique, parce qu'il n'y a pas d'influence, on en reparlera après, sans puissance économique, eh bien, on a trouvé un moyen. C'est des niches très étroites, dans lesquelles, bien sûr, la France apparaît maîtresse de son destin. Parmi les niches, vous avez l'industrie agroalimentaire. On a fait des petits tests avec l'exploitation de vin. 450 marques de fromage, variétés de fromage, et un bon parc viticole pour la France. Mais au-delà, quand vous prenez toute la filière agroalimentaire, cette filière est loin d'être réussie, performante, et on a donc 4e rang mondial, qui n'est plus ce qu'il était, puisque il y a une dizaine d'années, la France était le 2e exportateur agricole et agroalimentaire mondial. Nous ne sommes plus que le 4e, et vous avez des branches comme la pêche, des branches comme le bois, qui sont des filières déficitaires. Alors bien sûr, nous avons une diplomatie de la créativité. On en parlait avec l'organisateur de la dégustation œnologique. C'est vrai que la France a trouvé en Laurent Fabius le porteur d'une diplomatie de la créativité, comme il dit, c'est-à-dire la gastronomie, et les émissions Top Chef et autres relaient donc cette influence-là. On a donc une créativité qui s'exprime dans le cinéma. Vous savez que Les Intouchables représentent quand même 40 millions de spectateurs à l'échelle mondiale. C'est un des films qui a été le plus vu à l'échelle mondiale, en excluant bien sûr quelques Bollywood qui va faire fureur dans un petit canton où vous avez déjà 20 millions de spectateurs qui regardent ce film. Quand on regarde les architectes, ils sont en train aussi de déferler sur le monde, que ce soit des Nobel, le Tellier, et la France a su trouver dans cette diplomatie de la créativité la parade à un certain déclin dans d'autres domaines. Prenez au niveau de la puissance industrielle, là encore, on a ce qu'on appelait en politique industrielle des créneaux, c'est-à-dire non pas des filières performantes, mais des créneaux. Et bon, je ne vais pas vous donner la longue litanie de nos créneaux, mais on peut à la fois, avec Parrot, donner dans le trône, alors que la France est très peu performante
au niveau des drones militaires, on a un peu raté cette révolution technologique. On a des performances dans le domaine médical. Karma est en train de devenir certainement la firme qui fait rêver le plus l'OMS par rapport à un coût-efficacité, demain pour les opérations cardiaques. On a la filière TGV, bien sûr, très peu commercialisée, mais à l'exception de la Corée du Sud, à l'exception du Maroc, mais qui est aussi une niche. Et on a l'impression que dans beaucoup de domaines, la France a su préserver des niches à défaut de préserver les filières. J'en prendrai pour exemple les banques. Vous savez que de façon très schématique, on dit qu'en 2008, la France a pu résister à la crise des subprimes et que les banques françaises étaient au rendez-vous. En réalité, les banques mutualistes françaises ont été au rendez-vous et la France a bénéficié de la faiblesse des banques allemandes face au stress pour pouvoir s'imposer. Et c'est plutôt les banques mutualistes françaises qui représentent notre rempart par rapport à la crise que l'ensemble du système bancaire. Alors, on pourrait continuer comme ça, mais ces niches, c'est les mathématiques, avec nos médailles Fields, dont Villani, et en plus il écrit des romans, théorèmes, c'est nos chercheurs scientifiques, Montagnier, et le virus donc HIV et SIDA, c'est nos hommes de lettres, Modiano, Le Clésio. Mais vous savez, quand vous entendez Le Clésio parler de l'influence française, finalement, je crois que je vais me mettre sur un ensemble un peu plat pour retrouver tout ça, eh bien, il dit qu'il aimerait une France dont la puissance ne reposerait pas sur les armes, sur le joujou atomique, sur la réserve d'or, dont on dit qu'elle dépasse celle de Fort Knox, car la France ruisselle d'or depuis brillant, et nous sommes riches. Une France dont la puissance serait celle des idées, des idéaux, des œuvres, des cerveaux. Elle avait les moyens. Et alors là, je trouve ça d'une beauté extraordinaire de la part de cet auteur, lui qui réside d'ailleurs aux États-Unis, donc à Albuquerque, pour écrire ses romans et devenir prix Nobel de littérature. Et il dit qu'on songe seulement à ce que représente la poésie de Christine de Pisan, les nouvelles de Marguerite de Navarre, les romans de Georges Sand, qu'on passe à Colette, à Nathalie Sarraute, à Sartre, à Camus. Et je veux bien qu'on ne se souvienne pas de Jacques Cazot, de Lautréamont, d'Artaud, de Paul Éluard, mais qui n'a pas encore en mémoire les impressions d'Afrique ou Captain Cap? Est-ce que tout cela a été dit pour rien? Donc, si vous voulez, on a une niche, c'est cette influence qu'il attribue donc à de belles plumes, à la littérature, et ensuite, on sait très bien que la langue de Rivarol, le français, est donc très en retard à l'échelle mondiale. Alors, c'est pas parce qu'on a 80 millions de touristes et qu'on est pourtant troisième au niveau des recettes en devises, que pour autant la France peut perpétuer comme ça une influence aussi ambiguë, au point qu'on aurait envie de dire et si le génie français était l'art de faire croire. Et c'est ça l'influence française, c'est peut-être quelque chose qui consiste pour la France à faire croire qu'elle est, plutôt qu'à être. Et je pense que c'est en ce sens que si on veut évaluer l'influence française, on est obligé de travailler, comme l'a fait Michel Fouché dans son atlas de l'influence française, sur le titre réservé à la France. Et après des heures et des heures de travail, il a réussi à faire une synthèse qui est absolument extraordinaire, puisque le chapitre sur l'influence française s'appelle « De la grandeur à la référence ». Et je crois que c'est ça l'influence française, c'est cette référence, on verra dans de très nombreux domaines, qu'elle peut être exaltée et qu'elle peut être préservée. Alors, partant de là, il serait quand même temps de se demander si, au-delà de la supercherie, c'est bien beau de dénoncer la supercherie de l'influence française, il n'y a pas des freins objectifs à l'influence française qui puissent expliquer que doit se contenter de paraître plus que d'être. Alors moi, je voudrais avec vous, rapidement, vous proposer un critère, puisque par personne présente dans la conf,
Comme ça, on en aura une quinzaine, et puis après, on pourra donc aller plus loin. On peut en trouver tous les jours des critères qui expliquent que la France est obligée de jouer ce jeu un petit peu ambigu. Alors, le premier critère, un de mes collègues m'a dit « tu n'aurais pas utilisé ce mot-là ». Personne ne le connaît, et pourtant, moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, parce qu'au départ, je ne savais même pas ce qu'il voulait dire, et je trouve qu'il est très joli pour désigner les Français. C'est ce qu'on appelle l'omphalomanie française. Quelqu'un d'omphalomane, c'est quelqu'un qui est nombriliste. C'est quelqu'un qui se regarde les pieds, et le problème de la France, c'est que nos élites sont... m'excuse, je ne fais pas partie de l'élite, mais je fais partie de ceux qui ont ce problème-là. Elles ont des bedaines, et par conséquent, avec les bedaines, elles n'arrivent pas à voir leurs pieds. L'omphalomanie française, c'est ça. C'est cette incapacité de la France à regarder le réel, les racines, à regarder les autres. C'est la capacité de la France, finalement, de se regarder nombriliquement, constamment. Eh bien, l'omphalomanie française, on le voit tout le temps, on le voit tous les jours. Quand vous avez monsieur, rappelez-moi son nom, Montebourg, PDG ou numéro 2 de, rappelez-moi son nom, Habitat, qui se part d'une petite cocotte minute Seb, la moitié de la production est faite en Chine quand même, et se part d'une petite marinière pour dire vive le patriotisme économique. Et ça, c'est du nombrilisme, parce qu'on sait très bien que acheter français à 100%, c'est un surcroît, on a fait le calcul moyen de 3 000 € par ménage sur un an, et en plus, vous n'arriverez pas à trouver la totalité des produits qui sont nécessaires, sauf si vous acceptez de retomber à l'âge de la pierre. C'était une pub à une époque de fruits, de je ne sais trop quelle boîte de numérique, et ils avaient bien raison, pas revenir à l'âge donc de la pierre. Le nombrilisme français, vous l'avez dans l'aménagement du territoire de la France. Parce que qu'est-ce qu'on a aménagé en France? On a aménagé Paris, on a aménagé une île en France, qui est devenue l'île de France, et on n'a pas connecté la France suffisamment aux autres espaces européens. Et quand on a fait une bonne Mulhouse, il n'y avait pas la taille ni l'ambition nécessaire pour connecter ensuite à Bade-Württemberg, Allemagne et autres. Quand on a fait le tunnel sous la Manche, il faut savoir qu'on a attendu. Le tunnel sous la Manche, c'était Napoléon. Et qu'on a commencé à en reparler lorsque Jean Dernagor, ministre des Affaires européennes de Mitterrand, a remis ça sur le tapis, c'est-à-dire la ligne fixe de Transmanche. Le nombrilisme, c'est le fait qu'on a voulu faire une Europe à la française. Et on voit bien au niveau de la PAC, et c'est quand même pas la grande réussite du siècle, quand on voit en 1975 un budget agricole qui correspond à 75% du budget total, quand on voit les montagnes de lait, les flots de vin et les montagnes de beurre, etc., qu'on a eu en excédent, quand on voit les difficultés qu'a aujourd'hui la PAC à s'insérer dans la division internationale agricole du travail et à proposer des formules redistributives par rapport à des espaces en développement. Le deuxième élément, ce sont les grandes peurs de la France. La France est un pays, finalement, qui a très peur, que ce soit l'ouverture. Pensez à Méline, qui a toujours inspiré les économistes français. Je bois peu, mais dans mon verre, disait Méline, comme si boire dans le verre du voisin était contaminant. N'oubliez pas Pierre Mendès France, ouvrir la porte de l'Europe, c'est risquer de s'enrhumer. Et pourtant, Mendès France était considéré comme visionnaire par rapport à la décolonisation et par rapport à l'ouverture de la France. Je dirais que parmi les peurs, alors il y a un catalogue qu'on pourrait faire de toutes les peurs. Vous avez Alain Duhamel qui s'est livré à un petit essai qui est pas mal, qui s'appelait donc les grandes peurs hexagonales. Vous avez également Olivier Pastré qui s'est livré à cette analyse donc des peurs. Et parmi les peurs, vous avez, je vous les cite pas en vrac, parce que ce serait perdre un peu d'efficacité, mais enfin je vous les cite. Vous avez, la peur de l'Europe. Alors la peur de l'Europe, le rejet de l'Europe, il est évident. En plus, l'Europe est un exutoire commode, et vous savez combien les courants populistes utilisent l'Europe comme bouc émissaire, en disant que c'est la faute à l'Europe, comme disait l'autre, en parlant de la faute à Voltaire. Ensuite, vous avez la peur de l'Allemagne. Elle reste récurrente,
On a peur de cette Allemagne qui a fait l'Europe par souci de rédemption et qui nous a un peu empêché notre réincarnation, comme dit Brzezinski. Et on a peur de l'Allemagne parce qu'elle a conservé son bloc industriel, elle a conservé sa politique donc de performance et de compétitivité, au point qu'elle a un excédent qui est strictement l'inverse du déficit commercial français. On a peur de l'Allemagne dans l'Europe, surtout. Parce que l'Allemagne, on a l'impression qu'elle a bâti sa présence européenne au détriment des autres pays européens. Ne serait-ce que par une politique salariale que même Madame Lagarde jugeait trop rigoureuse, ne serait-ce que par une sorte de Quatrième Reich qu'elle a installé, disent les plus mauvaises langues, au niveau monétaire, dans la mesure où elle a appliqué une logique libéralo-monétariste, et elle a imposé les équilibres, même à des puissances tierces qui ne le pouvaient pas, comme la Grèce. On a peur des États-Unis. Il n'y a pas de pays qui soit plus, on va dire, américanophobe que la France. Ça va de, par exemple, la lutte contre les McDo, systématiquement conduit par les tenants de l'agriculture raisonnée ou de la bonne bouffe. Et ça passe également par la critique du cinéma américain. Vous mettez Bertrand Tavernier, les Américains nous traitent comme des peaux rouges, mais n'avons-nous pas envie d'être enfermés dans des réserves? Et vous passez par Louis Jouvet, Simone Signoret, qui défilait contre le coca en disant « on a du Beaujolais, on n'a pas besoin de coca ». Ou Paul Morand qui disait que le Frigidaire, qui était un nom de marque américaine, risquait de véhiculer tous les microbes possibles et imaginables, et que par conséquent il fallait faire tout sauf conserver de la nourriture dans un frigidaire, en passant par Sartre, qui n'aurait qu'une seule chose, c'est de manger le mollet des Américains, mais en disant qu'ils risquaient d'attraper la rage. On a peur aussi de la concurrence des pays à bas salaire. Il n'y a pas un pays qui, depuis Méline, n'est pas aussi soucieux de préserver ses intérêts, fût-ce par le protectionnisme, par rapport aux pays neufs et aux pays à bas salaire. Et Méline, déjà, anticipait, alors c'était pour les États-Unis, le fait que la baisse des coûts salariaux aux États-Unis nuirait à l'économie française. On a peur des marchés. Pourquoi le discours de François Hollande au Bourget a eu un impact important? Parce qu'on a dit, les marchés, c'est les gnomes de Zurich. Les marchés nous trompent, les marchés nous volent. Et vous savez qu'il a fallu toute la formulation policée de Emmanuel Valls, en disant « j'aime les entreprises ». Toute la formulation policée d'Emmanuel Macron pour renverser un petit peu l'opinion et la tendance à la City et la tendance donc des marchés. On a peur de l'avènement d'ailleurs d'une société de marché, parce que la France donc pense que derrière la société de marché, il y a l'abolition des privilèges, et on a peur en effet d'une nouvelle nuit du 4 août, c'est-à-dire d'une nuit qui abolirait le privilège. Quiconque qui verrait une allusion à la loi El Khomri ne se tromperait pas, puisqu'il y avait une certaine lecture du monde du travail qu'on a pratiquement assimilée à la déclaration donc des privilèges d'une certaine catégorie de salariés, et on n'a pas voulu donc une nuit des 4 août. On peut apprécier, ne pas apprécier, on ne va pas rentrer dans le débat du moins tout de suite, mais à l'arrivée, il y a cette peur qui tenaille la France. Alors, au-delà de ces peurs, il y a un troisième élément qui me paraît jouer, c'est le modèle français. Le modèle français, c'est un modèle social-colbertiste, ça veut tout dire. Social, il faut qu'il soit très redistributif, colbertiste, il faut qu'il soit très interventionniste. Or, ce n'est pas un modèle social-compatible, mondialo-compatible. Et de fait, ce qui explique la perte de l'influence française, c'est que les Français ne sont pas habitués au marché, ne sont pas hostiles au marché, mais ils sont hostiles au tout marché. Ça, c'était le PDG de Groupama qui disait ça. Ou bien, les Français ne connaissent pas le monde de l'entreprise. C'est quand même Yvon Gattaz, le papa de Pierre Gattaz,
qui disait, à la tête du CNPF, je n'ai découvert le mot entreprise que quand je suis rentré en prépa. Je vous rassure, c'était les prépas HEC. À l'époque, les prépas HEC, on les appelait des prépas d'épicier. Et épicier, si vous regardez dans le dictionnaire, se dit de quelqu'un qui est un peu sot, dont l'esprit est relativement limité et qui a peu de moyens. Donc ça veut dire quand même que vous avez bien changé, mais ça veut dire que quand Pierre Gattaz a dit ça, c'est vraiment tout sauf la connaissance du monde entrepreneurial. Vous avez ensuite quatrième raison, à mon avis, c'est le fait que la France n'est elle-même que lorsqu'elle porte une partie de l'espérance du monde. Alors là, j'ai essayé de le dire avec une voix plus saccadée, j'ai essayé d'imiter André Malraux, je l'ai mal fait, parce qu'il avait une voix inimitable, éraillée, etc. Mais il disait ceci, la France n'est elle-même que lorsqu'elle porte donc une partie de l'espérance du monde. Eh bien, moi, je pense que la France a oublié de porter une partie de l'espérance du monde. Parce que qui peut voir dans la France aujourd'hui, ne serait-ce que le pays d'accueil, le pays du droit d'asile qu'elle était au XIXe siècle, quand on voit le sort qui est fait à Grande-Synthe ou à Calais, donc au courant migratoire. Vous savez d'ailleurs que c'est une des raisons qui fait que la France perd de l'influence en Europe, on va en parler. Parce qu'à élire comme premier parti français le Front National représenté à l'Assemblée européenne et à avoir la politique que nous avons par rapport à l'immigration et la représentation, on comprend qu'il n'y ait que 5000 demandes de naturalisation, enfin 5000 demandes d'accès au territoire français sur 1 million de demandes de droit d'asile comptées en Europe. La France, porteuse de l'espoir, vous savez, c'est valable aussi par rapport au nucléaire. On attendait, après la révision des choix nucléaires français, notamment des essais à Mururoa et dans la région de Tahiti, une révision de la France par rapport à sa politique d'armement nucléaire. On l'attend toujours. Donc la France n'a pas pu porter une espérance qu'aujourd'hui, par exemple, Obama porte, puisque le rêve d'Obama, c'est une dénucléarisation du monde. Le rêve de Lula, ou ce qu'il en reste, de Dilma Rousseff, c'est la dénucléarisation du monde. Et il y a des pays qui sont acteurs de ce rêve-là. Autre raison aussi qui explique la perte d'influence, c'est le fait que la France, donc, croit à son rayonnement intemporel, à un rayonnement permanent. La France ne se rend pas compte que, finalement, il y a plusieurs Frances qu'on aime à l'étranger, il n'y a pas une seule France, et il est très difficile de se crisper sur une image de la France pour dire que cette influence demeure. En effet, il y a la France de la Commune, il y a des pays qui adorent la France de la Commune, de Paris et de la Révolution, il y a la France aimée pour ses 40 rois, même si certains ont été condamnés par les tribunaux populaires. Il y a la France du général de Gaulle, qui a aussi une certaine influence dans le monde, pouvoir d'anticipation. Il y a la France de Tocqueville, pouvoir d'anticipation par rapport à la démocratie. Il y a la France de Hugo, et qui a fait un petit peu régner cette lumière sur l'Europe, avec les fameux États-Unis d'Europe. Il y a la France des sciences, qui est aimée, avec Pasteur, etc. Or, les Français ont l'impression que, dès lors qu'il y a eu une France appréciée pour tel ou tel aspect, c'est toute la France qui est dans un schéma de rayonnement et de grandeur. Alors bien sûr, autre raison, et là, Finkielkraut ne pourrait que corroborer ça, c'est que la France a perdu la notion de débat d'idées. La France n'a plus réussi à trouver une voie pour expliquer qu'entre ce qui est interdit et entre ce qui est obligatoire, il peut y avoir des chemins de débat pour de temps en temps fixer des obligations et de temps en temps fixer des interdictions. La notion de débat, alors que la France a pu débattre du droit d'asile, du droit du sol, du droit du sang, qu'à une époque la France a été un des premiers pays à débattre du divorce, 1895, Alfred Naquet, la France qui a été plébiscitée pour ses débats sur la laïcité, et les lois de Percombe et autres.
La France qui a été aussi plébiscitée pour des débats sur la place des nations et de l'État-nation, eh bien, perd aujourd'hui le débat ultra médiatisé, ultra caricaturé, les débats sont schématisés et donc deviennent impossibles. Autre raison aussi de la perte d'influence, c'est le fait qu'il y a un affaiblissement économique et l'économie, c'est un véritable levier. Alors, nous ne pouvons plus avoir d'influence si nous ne sommes pas prescripteurs. Or, pour être prescripteur, il faut avoir une puissance économique intacte. Or, je vous ai dit qu'on est rétrogradé au 9e rang mondial en parité de pouvoir d'achat. Je vous ai dit que notre dette, je ne vous l'ai pas dit, est abyssale, à plus de 2000 milliards d'euros, ça correspond pratiquement à 100% du PIB. Je vous ai dit qu'on a beau emprunter à 0,54% hier au niveau des taux d'intérêt, eh bien la France reste quand même soumise à cette, on ne va pas dire déchéance, mais à ces crispations des indicateurs économiques. Et puis, très méchant, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Jules Ferry. J'ai retrouvé une formule de Jules Ferry qui est pleine de sens. Il dit que la France, donc, il dit comme il est dans les destinées de ce pays, il parle de la France, de trouver toujours des hommes d'État inférieurs aux situations. Voilà le signe implacable de la crise et de la décadence de la France. Alors je vous laisse un peu imaginer ce qu'on peut mettre derrière. C'est le fait qu'on a l'impression qu'après la phase gaulienne, les grands hommes d'État ont un peu disparu. Il y a eu la grande phase mitterrandienne, chacun voit ce qu'il veut par rapport à la construction européenne, par rapport à la monnaie européenne. Il y a la phase ensuite sarkozienne, chacun voit ce qu'il peut. Et puis il y a la phase hollandaise, chacun voit ce qu'il veut. Mais toujours est-il que cette formule de Jules Ferry, que la France n'aurait pas les hommes à la hauteur de la situation et que ça serait un petit peu le théâtre de la décadence française, peut être aussi un facteur explicatif. Et enfin, on peut dire, il y a d'autres facteurs bien sûr, le fait que la France est trop enfermée dans une logique de rayonnement. L'influence pour la France, c'est trop associé à ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire qu'on oublie que derrière le soft power, il y a power, il y a puissance. Mais il y a d'autres façons d'influencer que d'établir des rapports de force, parce que généralement, le soft power qu'on va laisser à Joseph Nye, c'est vraiment complémentaire du hard power. C'est-à-dire que par la conviction, on essaye d'éviter des formes d'intervention. Or, l'influence, c'est quelque chose de plus large, c'est quelque chose qui est une interaction, c'est quelque chose qui est un rendez-vous des civilisations, c'est quelque chose qui tient du métissage, c'est quelque chose qui n'est pas belliqueux. L'influence, c'est pas l'ingérence. Cette année, donc, à l'ESCP, il y a eu un sujet, influence et ingérence au Moyen-Orient. Les deux termes étaient assez importants, il était important d'opposer les deux termes, donc, et de montrer que, nécessairement, une influence ne prépare pas toujours une ingérence. C'est ce qui fait que, finalement, on pourrait donc aller encore un petit peu plus loin, mais on peut dire que tous ces facteurs arrivent à expliquer que la France, donc, est en mal d'influence et reste à savoir si cette perte d'influence, elle est figée, elle est donc rigidifiée pour l'avenir. Alors, là je vais être très rapide, mais je voudrais dire la chose suivante. D'abord, le processus de déclassement de la France est indiscutable. C'est-à-dire qu'avoir une dette qui n'a pas les 3 A, ça veut dire quelque chose, même si on emprunte à 0,54 et qu'à la limite, on est fier d'emprunter, puisqu'on parle même de taux d'emprunt négatif. Le classement est indiscutablement aussi négatif pour la France, parce que si on compte les nouvelles statistiques du PIB, je sais bien que c'est avec les jeux, avec la prostitution, les Anglais nous dépassent, et que la France, lentement, n'est plus la 4e, n'est plus la 5e, mais la 6e puissance économique mondiale, voire 9e, je vous ai dit, en PPA. Si on regarde l'industrie française,
Indiscutablement aussi, il y a un déclenchement, parce que il y a bien sûr une France post-industrielle qui marche, il y a des sociétés industrielles, je vous ai cité Parrot, etc., Ubisoft et autres qui fonctionnent bien, mais il y a quand même la base technicienne, la base du modèle français secondaire qui s'érode. Il y a moins de 20% d'actifs secondaires, et quand on disait ça dans les années 90, on croyait qu'on se trompait aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et vous avez des fleurons de la France qui sont abandonnés. Vous avez vu General Electric, Alstom, bon, etc. Et toutes les fusions, Lafarge, Holcim et autres, qui montrent cette dépossession. Il est clair aussi que le déclassement, il y est sur les marchés réservés de la France. Il serait intéressant de voir les pertes d'influence française et de position de la France par rapport à l'Afrique, et notamment l'Afrique occidentale, et notamment la Côte d'Ivoire. Il y a un chiffre qui ne trompe pas, c'est que maintenant il y a pratiquement autant de Chinois que de Français sur le continent africain, et que la Chine est présente là où la France était présente auparavant. Et même sans parler de la Chine, l'Algérie n'a plus pour premier partenaire donc la France, et on a perdu ce leadership par rapport à ce pays. Je pense aussi que dans le condominium franco-allemand, le déclenchement est réel, parce que le déclin de la France en Europe, c'est non seulement une idée de café de commerce, de comice agricole, mais c'est aussi une idée politique qu'il faut quand même prendre en compte. Il y a eu un rapport récemment qui a été fait par deux parlementaires français, dont M. Carèche, et c'est terminé par un constat sans appel. La France est de plus en plus étrangère à l'Europe, avec d'une part la faiblesse de la France au Parlement européen, puisque le vote Front National a fait que les deux partis PPE, Parti populaire européen et Parti socialiste européen, ont été affaiblis, et c'est là où la France répartissait donc ses députés européens. Il y a aussi le fait que la part des textes rédigés en français à la Commission est passée de 16,5% en 2005 à 5% aujourd'hui. Il n'y a que 5% des textes de la Commission qui sont rédigés en français. Il y a le fait que la plupart des fonctionnaires de la Commission européenne qui étaient français vont partir à la retraite, j'en connais d'autres, et on ne va pas les remplacer par des fonctionnaires français, on va les remplacer par des fonctionnaires notamment allemands, et les fonctionnaires allemands sont en train de prendre le devant sur le terrain de la Commission européenne. Et il y a aussi le fait que quand vous proposez à M. Bayrou d'être député européen, il est heureux. Quand vous lui dites qu'il frise les scores de Hollande au niveau des sondages là, récemment, il est encore plus heureux. Et quand vous lui dites tu reviendras un jour député français, il est encore plus heureux que ce qu'il était heureux. Être député européen, c'est quelque chose qui est relativement mal vu en France. D'ailleurs, on a relevé dans ce rapport qui est Carèche, dont je vous ai parlé, que les députés français font en moyenne 1,76 mandats, et sont partis de ceux, souvent, qui sont les moins présents. Vous savez, les polémiques qu'il y a eu sur Le Pen, Mélenchon, etc. Et alors que les Allemands font 2,48, la différence est quand même assez substantielle au niveau des mandats. Bref, la France est un peu marginalisée, je ne sais pas quand même, mais vous vous rendez compte que M. Juncker, Jean-Claude, a été capable de nous rappeler à l'ordre, lui, le luxembourgeois, et dire que la France a une certaine idée de l'Europe à défendre, et il a une phrase complètement assassine. Il a dit « Je veux bien que vous vous divisiez sur tout, les Français, mais il y a une chose qui devrait vous unifier, c'est l'Europe. » Et il dit « J'aime trop la France pour ne pas voir ses faiblesses, mais elle serait bien placée pour ramener l'Europe à l'essentiel. » Donc, le déclassement de la France par rapport à l'Europe, il est évident, au même titre que l'évidement industriel. Alors, bien sûr, si vous concluez ce déclassement en disant que la France est une puissance moyenne, bon là, c'est un terme qui est un peu abusif. Parce que s'il y a 192, en imaginant qu'il y a 192 pays à l'ONU, c'est un peu plus, mais on va faire simple, on va pas faire des calculs mathématiques, ça voudrait dire que nous sommes en 96e position. Or, il n'y a aucun domaine où nous sommes en 96e position. La France est meilleure que cette position moyenne. Mais il y a une formule extraordinaire, moi je trouve, de Régis Debray, c'est que la France est une puissance moyenne, donc j'aurais aimé qu'ils disent à vocation mondiale,
c'est à peu près ce qu'il dit, une puissance moyenne à engagement ou à vocation mondiale. Et là, ça corrige le côté moyen qui, bien sûr, obscurcit l'avenir de la France. Je dirais que ça, le déclin, il est indiscutable, le déclassement. Mais il y a une chose qui est non moins discutable, c'est le fait qu'il y a un processus de dépassement de ce déclassement par la France. Et je pense que la France ne doit pas être dans l'excès, on n'est pas encore dans la déchéance, on est, par exemple, plébiscité comme le premier système de santé mondial au niveau de l'OMS. Ça joue un rôle important. Il y a une femme que j'aime beaucoup, je ne vais pas vous raconter ma vie privée, c'est donc l'écrivaine Susan George, qui est une altère, qui a beaucoup écrit sur la famine, l'autre moitié du monde meurt de faim, comment l'autre moitié du monde meurt de faim. Elle est très engagée, bien sûr, dans le combat contre la finance mondiale, mais elle a quand même ce réflexe de dire que son mari malade et son fils voulant faire une école de commerce, elle ne se sent jamais aussi bien, alors qu'elle est américaine d'origine, qu'en France. Et c'est la France qui permet à l'enfant de cette femme d'intégrer de brillantes écoles de commerce comme celles que vous fréquentez, qui sont parmi les meilleures européennes, et d'avoir un système de santé qui permet à son mari, très gravement atteint, de survivre de ses maladies. Elle dit: comment pourrais-je aller ailleurs? Il est évident que quand on prend le système de santé américain, on peut comprendre qu'elle puisse avoir ce propos. Il y a également le fait que la France a une rhétorique de la grandeur. Et en période de crise, peut-être c'est bien d'avoir une rhétorique de la grandeur. Regardez ce qui a été fait pour la COP21, avec en plus la conjoncture de l'état d'urgence, avec en plus le fait que les Français ont réussi à convertir les Chinois à une approche chiffrée pour 2030, mais chiffrée quand même, des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, et avec le fait que la France a mis en route, je vous l'ai expliqué, grâce à son appui à des pays africains, un fonds de réserve. N'oubliez pas non plus que la France énergétique reste une France championne de tous les succès. Alors bien sûr, on se gauchera de Flamanville, qui a légèrement vu sa facture augmenter. 2007, 3 milliards, 2018, 10 milliards et demi. On se gauchera peut-être de la tentative d'implanter un EPR en Finlande, toujours pas achevé, en Angleterre, très coûteuse pour EDF. Il y a une grosse polémique actuellement pour savoir si ce n'est pas un projet aventuriste. Mais il ne faut pas oublier quand même que le projet ITER, fusion thermonucléaire, est français et est installé près de Cadarache en France. Il ne faut pas oublier que dans le photovoltaïque, la France fait maintenant des pas de géant, alors que l'Allemagne en fait un peu moins, étant entendu que les Chinois ont jeté un peu une OPA sur ce type d'industrie. Il ne faut pas oublier non plus que la France a des succès diplomatiques. On peut chercher des succès diplomatiques français dans l'approche du problème ukrainien et le fait que la France et l'Allemagne ont porté, jusqu'à preuve du contraire, la résistance à la Russie, à Poutine et aux combattants du Donetsk. Et l'accord de Minsk doit beaucoup à la France. On le voit aussi en Afrique, où la France a réussi à faire passer l'idée d'un partenariat et plus d'une France-Afrique, même s'il y a beaucoup d'intellectuels maliens qui dénoncent l'intervention au nord donc, du Mali ou l'intervention sangariste en Centrafrique. Moi je pense qu'il y a quand même des positions de dépassement qui existent, reste pour la France à faire finalement une sorte de mise à niveau. Alors la mise à niveau de la France, eh bien, ça n'est pas garder son rang, mais c'est être à son juste rang. Ça n'est pas avoir un rayonnement comme par le passé, mais c'est avoir une juste influence. Alors, si on essaye un peu de décortiquer, je vous rassure, j'ai presque terminé, ce concept de juste influence. Il faut aller chercher chez deux des hommes qui ont le plus réfléchi à l'influence et qui ont refusé, bien sûr, d'adopter les thèses de Joseph Nye, du soft power, en disant power, puissance, puissance égale confrontation, c'est pas là qu'il faut chercher. Alors, si on va chercher, donc,
Michel Fouché, puisqu'il a été l'auteur de cet atlas de l'influence dont je vous parlais. Eh bien, se remettre à niveau, c'est donc passer de la grandeur à la référence. Comment passer de la grandeur à l'influence, à la référence? Eh bien, c'est partager des idées, partager des initiatives, et notamment dans ce qu'il appelle la francosphère, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une eurosphère de 1 milliard d'hommes, mais il y a une francosphère de à peu près 260-280 millions de francophones. Cette francophonie qui touche 80 pays et qui peut représenter donc un atout pour la France. Je ne sais pas, en lisant les chiffres de la francophonie, on n'est pas enthousiasmé quand on voit les chiffres des locuteurs, mais on est enthousiasmé quand on voit que c'est 16% du PIB mondial, que c'est près de 17% des réserves énergétiques mondiales, que c'est un des plus grands espaces marins mondiaux, etc. Donc là, on se dit qu'il y a matière à partager et à faire avec. D'ailleurs, ne pas oublier que l'influence française, c'est une politique qui est née sous la plume de Paul Cambon, 1883, qui était résident à Tunis, ambassadeur à Londres, puis ministre des Affaires étrangères. Et si je vous dis 1883, 2 années après la mort de Verdi, vous me répondez que 1883, c'est la naissance de l'Alliance française. Et l'Alliance française, c'est cet organisme-là qui, de ça, de là, professe des cours. Il y a 200 000 étudiants qui sont impliqués là-dedans et qui montrent que la France peut partager un certain nombre de choses. Sinon, l'influence, si vous refusez le concept de soft power, bien évidemment, c'est aussi donc essayer de faire partager les atouts de la France. Se pas se complaire dans le déclinisme et montrer que la France a un héritage. C'est ça l'influence française. Cultiver notre héritage, c'est cultiver nos exceptions. Il y a Brinder qui dit quand on a des exceptions, il faut les exalter au lieu d'être en position de retrait. C'est finalement nous efforcer d'être à la fois créatifs, réalistes, et c'est ce que donne Michel Fouché. Finalement, il dit que l'influence, elle doit être là où on ne l'attend pas. Exemple, vous savez quel est le livre qui est le plus plébiscité aujourd'hui par Obama sur son chevet? C'est Le Capital du XXIe siècle de Piketty. Mais là où vous serez plus surpris, c'est de savoir quel est le livre que le Parti communiste chinois lit le plus. Eh bien, le livre que le Parti communiste chinois lit le plus, c'est Tocqueville. Eh bien, quand vous avez une influence comme celle de Tocqueville auprès du Parti communiste chinois, vous pouvez vous dire que la lumière continue de briller, même si l'astre est éteint, comme dit le poète, ou comme dit De Gaulle, plus poète que moi. Après, l'influence, on peut la chercher aussi chez Védrine, lorsqu'il parle de la façon de véhiculer des modes de pensée, la façon de véhiculer des modes de vie. Et c'est vrai que la France est un pays où on vit bien. On n'est pas au BNB, au bonheur national brut, mais on vit relativement bien et c'est ressenti comme tel à l'extérieur. Et je pense que Lyautey, quand il disait il faut montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir, il avait tout compris de l'influence. La France doit montrer sa force, nucléaire, sous-marin, lanceur d'engins, etc., mais en même temps, ne pas s'en servir, c'est-à-dire retrouver que l'influence, c'est la dissuasion. Je crois que derrière tout ça, vous avez un concept à multiples facettes, qui est très difficile, bien entendu, à évaluer, ce concept d'influence, et que la France peut se mettre à niveau, à bon compte, avec l'influence que je viens de montrer. Ce qui veut dire que la France doit accepter, 1. D'être une small open economy, petite économie ouverte. Elle doit être acceptée d'être une puissance européenne plus que mondiale. Elle doit s'exprimer dans son jardin, qui est donc l'Europe. Elle doit s'exprimer comme puissance parmi d'autres, et ne pas avoir ce comportement d'arrogance que la France a eu par rapport à l'Afrique, qui est capable de vanter l'avenir, par rapport aux pays de l'Est, qui étaient soi-disant trop coûteux. Elle doit se positionner en tant que puissance qui n'est pas frileuse et qui est capable
d'inventer des concepts, par exemple la flex-sécurité, et de débattre de concepts, sans faire des usines à gaz, comme bien sûr la loi El Khomri, très mal communiquée, alors que c'est une révolution culturelle, que ce passage de la branche à l'entreprise et cette injection de flexibilité. La France doit apparaître aussi fière de ses responsabilités étatiques. Et vous savez, l'influence française, ça n'est pas sacrifier le secteur public, mais en voir le côté redistributif, solidaire, en voir le côté paravent par rapport à la mondialisation. Moins d'État, mieux d'État, mais pas plus d'État. Et la France peut montrer la voie par rapport à ses correctifs. Moi, je pense que la France, donc, a les moyens. C'est un credo relativement optimiste qu'on peut faire. La France a les moyens de retrouver, donc, une véritable influence. Et, si vous voulez, je pense que le cheminement de la France, eh bien, devrait être bordé, bordé, c'est le terme qui me vient, par ceci. D'abord, faire de la mondialisation, et dans une école de commerce, c'est pour ça que j'ai prévu cette conclusion, ça me paraît évident, une nouvelle aventure en évitant le piège du discours régressif, nostalgique et en même temps nationaliste. Je pense que lorsque Zakil a dit la mondialisation est ce qu'on en fait, il y a une façon d'acclimater la mondialisation pour la France qui pourrait permettre de restaurer quelque part l'influence et de ne pas avoir peur de la mondialisation, puisque les Français ont peur de la mondialisation. Ensuite, ne pas oublier que pour rester vivant, c'est une très belle devise, il faut rester devant. C'était le message publicitaire de la firme Nortel de Télécom, et c'est un message pour la France qui est d'actualité. Pour rester vivant, il faut rester devant. Et là, il y a un lieu géographique où la France doit rester devant, c'est l'Europe. Il y a un lieu où elle doit rester devant, mais avec partenariat. C'est ces anciennes colonies africaines, et ne plus en rester à France-Afrique FRIC. Et il y a également les instances internationales, puisque nous avons la chance d'avoir une très grande représentativité au niveau des grandes institutions internationales. Je vous ai parlé du FMI ou de l'OMC hier avec Pascal Lamy. Il faut en même temps ne jamais se lasser de ce jugement d'un journaliste du New York Times, Karim James, qui disait « Les Français adorent l'intelligence. Ils considèrent la pensée et la réflexion comme des actes audacieux, aventureux, quasi érotiques. » Je crois que c'est ça aussi l'influence française, c'est se retrouver dans, je répète, l'intelligence, la pensée, la réflexion, le partage, les débats. Et, si vous voulez, quand Louis VII avait dit à Henri II d'Angleterre, la France n'a que du vin et de la joie, eh bien, indépendamment de la petite dégustation qui a été faite, on a beaucoup d'autres atouts que le vin et la joie. On a, finalement, l'apprentissage du savoir-vivre, du vivre ensemble. Et là, il ne faut pas se rappeler Arago qui disait « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, donc il y a urgence à retrouver ses véritables valeurs. » Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu long. Vous nous avez parlé d'une certaine... de toutes les peurs qu'on pouvait avoir en France. Alors vous avez parlé de l'anti-américanisme, de la peur du tout marché, de la peur de plein de peurs, et en même temps qu'elle s'inscrivait aussi dans cette perte d'influence française. Alors ma question est de savoir si la France, de par sa perte d'influence, de par son déclin, et vous l'avez dit effectivement qu'on peut utiliser différents termes en fonction de notre sensibilité pour exprimer ce déclin, est-ce qu'avec ce déclin, la France deviendra-t-elle paranoïaque avec un développement de cette peur de tout? Est-ce que la France est de plus en plus peureuse? Paranoïaque. Et de plus en plus peureuse, quoi. Exactement. D'accord. Alors, excusez-moi, mais donc là, je dirais que les votes de la France qui sanctionnent donc la montée d'un populisme de gauche et d'un populisme de droite confirment quand même que le réflexe de peur est là.
parce que le vote pour des partis tribuniciens qui dénoncent, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les polémiques, mais plus qui le construisent, qui font de l'Europe un bouc émissaire, de la finance internationale un bouc émissaire, eh bien, ces votes-là montrent que les Français sont tentés, dans leur subversion politique, d'aller vers des votes frileux. Parce que quand on regarde le vote populiste de gauche, il s'inspire de la démondialisation et d'un renforcement du rôle de l'État pour protéger nos frontières, et il prend fait et cause pour une mondialisation donc à démolir puisqu'elle serait libérale, alors que vous avez beaucoup d'études qui montrent que la mondialisation n'en est qu'à ses premières étapes. Vous avez un certain Gemawat qui a montré par un certain nombre de chiffres que bon, l'idée qu'on se fait d'une mondialisation libérale qui aurait tout cassé au niveau des frontières, au niveau de l'identité nationale, une idée qui est saugrenue dès lors qu'il n'y a que 20% du PIB qui est exporté en moyenne dans le monde, dès lors que les communications Internet ne se font pas à plus de 15% en dehors des communautés nationales, dès lors que les étudiants à l'étranger représentent une part relativement infime. Il y a 7 millions d'étudiants étrangers dans le monde par rapport à la population de 7 milliards. C'est pas avec ça quand même qu'on ira très loin, etc. Donc ma première idée, c'est de dire que la traduction de la peur française, c'est donc le vote et la recherche de vote populiste à la fois à droite et à la fois aussi à gauche. Après, le deuxième élément au niveau de la peur, c'est, je ne sais pas si dans une école de commerce, il faut vraiment en parler, mais c'est l'exil des cerveaux. Bon, là, il y a des polémiques sur les chiffres, mais on ne peut pas nier quand même que la Californie draine beaucoup de créateurs de start-up françaises, que Londres déroule son tapis rouge sur la Manche et le Pas-de-Calais, et pour attirer donc des investisseurs. Et si Clémenceau disait entre la connerie et l'intelligence, il n'y a qu'un pas, le Pas-de-Calais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plutôt la France qui est visée par rapport à des mesures fiscales, par rapport à des mesures attentatoires à la liberté de création d'entreprise, indépendamment du fait qu'on ne le sait pas assez, mais la fiscalité sur les startups est une fiscalité qui est très avantageuse pour la France. Donc l'exode des cerveaux, à mon avis, c'est quelque chose qui fait partie des peurs françaises. Le troisième élément, je ne sais pas si vous avez vu, les services qui recrutent le plus aujourd'hui sont les services de l'administration. Vous avez la moitié des Français qui veulent devenir des fonctionnaires, alors qu'il y a une vingtaine d'années, les Français voulaient créer des entreprises. Aujourd'hui, la création d'entreprises marche pas trop mal en France, on en crée à peu près 500 000 par an. Il y a en France quelque chose comme 16 millions de Français potentiellement qui voudraient créer des entreprises. Et quand on regarde bien, la majorité des Français voudraient s'installer dans la fonction publique, voudraient s'installer dans l'armée, dans la police. Vous avez vu le recrutement qu'il y a, pas seulement lié à l'état d'urgence. Ça, c'est encore un comportement de frilosité. Non pas que je crache sur les fonctionnaires, parce que j'en étais un, mais je pense que la France post-industrielle a plus à faire qu'à s'encadrer, puisqu'on est déjà un pays trop encadré quand on compare à l'État frugal japonais ou à l'encadrement allemand. Voilà une troisième preuve de la frilosité. Et puis une dernière preuve de la frilosité quand même et des peurs françaises, c'est en matière de fusion. Il y a en France un comportement qui consiste à toujours disséquer les fusions et des groupes étrangers. Alors on ne parle pas des rachats de groupes étrangers par les Français, mais quand on voit CTI Chaudronnier acquis par un Chinois, quand on voit Peugeot avec une participation de Dongfeng, quand on voit France Loisirs aussi, qui vient d'être racheté par des groupes libano-roumains. Quand on voit, alors on se dit, est-ce que l'emploi va être préservé? Est-ce que c'est pas attentatoire à la France? Est-ce que on n'est pas en train de se désindustrialiser? Et par exemple, le procès d'intention qui a été fait sur General Electric, qui s'est engagé à maintenir des emplois sur un certain nombre d'années,
mais qui là vient de licencier donc 1200 salariés. À mon avis, c'est un procès d'intention qui montre encore la frilosité. Voilà, on retrouve le réflexe de De Gaulle, je veux des capitaux, mais français, pour sauver des chômeurs français. On oublie que l'étranger, l'année dernière, c'est 33 000 emplois qui ont été sauvés ou créés par l'étranger, et c'est un chiffre quasi record dans la décennie. Voilà, j'ai été un peu long. D'ailleurs, je rebondis sur le fait que vous parliez de De Gaulle. Alors là, je m'écarte un peu du sujet sur la France, puissance d'influence, pour parler plus précisément de De Gaulle. Vous avez rappelé cette pensée qu'il avait été précurseur en pensant que la Chine se développerait assez vite, mais pas récemment à la même époque, et ça m'a un peu frappé quand j'ai entendu dire ça, parce qu'à la même époque, il avait aussi capable de dire que le Brésil était un pays d'avenir et l'était encore pour longtemps. Histoire de dire que le Brésil ne se développerait jamais. Alors même si le pays traverse une période un peu difficile en ce moment, il a quand même connu un essor fantastique. Oui, donc comment expliquer un tel écart pour une même personne qui était capable de voir l'essor d'un pays, d'un pays avec la Chine, mais totalement aveugle sur celui du Brésil? Oui, alors il faut d'abord, m'excuse de le dire, mais il faut vérifier les citations. C'est-à-dire que la citation sur le Brésil, c'est Clémenceau. Et on l'a attribué à De Gaulle après. Et de fait, il y a eu un scepticisme, et c'est Clémenceau qui disait alors, mais je pense que De Gaulle, j'essaye de retourner vers vous, était sceptique, plus un peu comme l'était Camus, qui était très hostile aussi au développement brésilien, et c'était quelqu'un qui ne voyait pas cette émergence-là. Alors, je pense que l'émergence chinoise, il avait des conseillers pour ça. Il y avait Malraux qui montrait la voie de la Chine qui pouvait donc se développer, puisque Malraux avait fréquenté les mafias de Chiang Kai-shek, etc. Il se rendait compte que la Chine de Mao développait des idéaux qui pouvaient transcender ça. Ensuite, il faut savoir aussi que l'Amérique latine, ça représente pour la France une déconvenue. Il a une haine de l'Amérique latine, De Gaulle, enfin une haine, je vais dire ça, mais il a une réticence, parce que vous savez que le mot Amérique latine, c'est un mot français. Il a été conçu au quartier latin, et il a été conçu à l'époque de Napoléon III pour faire en sorte que l'Amérique du Sud ne soit pas anglo-saxonne, on l'a définie comme latine. Et quand on regarde bien la part que les Français ont eue en Amérique latine, ça a été les déconvenus du Mexique avec les héritiers qui ont été exécutés, ça a été une épopée dramatique pour la France, les Maximiliens et autres. Ensuite, il y a eu le cantonnement d'Amérique latine à une partie infime des territoires guyanais, et le reste a été partagé par les Espagnols portugais. Donc il y avait un peu cette revanche. Et puis, si vous voulez, il ne faut jamais trop disséquer les formules du général de Gaulle, parce que c'est un homme qui avait le sens de la formule, lâchait les formules, et après pouvait les regretter. Moi, il y en a une qui m'a toujours frappé, c'est que De Gaulle a fait, dans les années 60, une politique pro-agriculture novatrice comme jamais. Hein, vous savez, les SAFER, les indemnités voyageurs de départ, la modernisation de l'agriculture française, c'est lui qui a fait ça, avec Debré, Premier ministre, de 62 à 68. Et De Gaulle, c'était quand même celui qui disait les paysans, c'est comme les hommes de 14-18, il en meurt tous les jours, bientôt il n'y en aura plus, et le problème agricole aura disparu. Donc quand on est capable de faire une politique agricole et de dire qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est voir crever les agriculteurs, on peut se dire quand même que l'homme a le sens de la formule, mais parfois un peu à l'emporte-pièce. C'était un homme brillant. Alors après, sur la Chine, il a bénéficié vraiment d'un staff technique extraordinaire, dont, on ne va pas rentrer dans les détails, un des plus grands ministres des Affaires étrangères français, qui était Michel Jaubert, qui a été un des visionnaires, qui était aussi visionnaire qu'il était petit, et c'est certainement de la trempe des Védrines et de la trempe des Coupes d'Hummerville, certainement, mais au carré. C'est un des plus grands hommes politiques français, et pourtant, je ne sais pas si son nom vous dit beaucoup de choses. Marlène Jaubert, ça me dit quelque chose, c'est une actrice, mais Michel Jaubert, et pourtant, c'était un génie de la géopolitique.
Voilà, dans les années 60. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi j'ai une question qui malheureusement avec le temps sera la dernière. Ce serait du coup, pour phase de conclusion, est-ce que vous pensez que les business schools à la française sont une puissance d'influence? Ah oui. Alors là, écoutez, moi je pense que les business schools à la française sont dans l'arsenal de l'influence capitale pour plusieurs raisons. D'abord, on nous a parlé pendant des décennies de l'enseignement commercial du Boston Institute et on avait l'impression que jamais n'émergerait un management européen. Or, de fait, maintenant, non seulement il y a des labels européens pour les écoles et pas seulement les AMBA et AACSB, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des enseignements de management européen dans nos écoles. Et je crois que ça, c'est déjà une preuve de l'importance des écoles de commerce au niveau de leur influence. Deuxième élément, quand on regarde l'influence mondiale des écoles de commerce, bien entendu, quand on drague sur une plage à Southampton aux États-Unis, vous avez les 1% les plus riches des Américains qui vont se baigner, et vous dites j'ai fait Audencia, personne ne vous connaît, et ça ne sera pas un élément pour draguer. Si vous dites j'ai fait les SEC, ça sera une invite au voyage, et on a l'impression que la jeune fille qui vous écoutera pensait à une partie des SEC. Bon, si vous dites HEC, tout juste, si vous dites INSEAD, on comprend. Donc c'est vrai que les écoles de commerce aux États-Unis sont relativement mal connues, mais quand vous prenez au Mexique, quand vous prenez en Amérique latine, les écoles de commerce européennes sont très connues. Monterrey travaille avec beaucoup d'universités d'écoles, je ne sais pas si Audencia n'a pas des contrats avec. Et je pense que hors des États-Unis, il y a quand même un fait, c'est que les écoles de commerce françaises, 7 sont dans les 20 premières européennes, et sont connues à l'étranger, ne serait-ce qu'avec les centres qui sont créés, Toulouse à Barcelone, les SEC à Singapour, etc., etc. Donc je pense que ça fait partie de notre influence, et le management français n'est pas si mauvais que ça, parce qu'on pourrait aussi dire que quand on voit les sauvetages d'entreprises à l'étranger qui sont faits par des managers français, quand on voit les pépinières en Californie aussi, on peut dire que la France n'a pas à rougir de son système de formation. En termes clairs, les business schools françaises font partie de l'influence française. D'ailleurs, moi je suis toujours frappé que la première chose que nous disent les directeurs d'école quand ils nous réunissent, c'est le nombre d'étudiants étrangers qui fréquentent leurs locaux. À l'ESCP, c'est jusqu'à 40%. Vous sortez d'HEC, il y a une fille qui fait du stop, elle vient de Yale, elle vient à HEC suivre un certain enseignement, etc. Donc je pense que ce métissage est important et fait des écoles de commerce françaises un atout. Je le dis parce que je le pense, mais c'est à mon avis partagé par beaucoup, parce qu'on a beau dire que vous manquez de financement, que les écoles de commerce n'ont pas encore le même système que les fondations américaines, etc. On a beaucoup parlé du budget d'Harvard et du budget d'HEC ou d'autres écoles. Il y a quand même aussi un enseignement, il y a une attractivité qui commence à être de plus en plus importante de professeurs étrangers dans les grandes écoles. Et Audencia, c'est pas secret, fait partie du top 6, donc des grandes écoles françaises. Voilà. Merci à Bonjour pour cette conférence. On va être obligé de s'arrêter là, puisque la troupe de théâtre du BDA top déjà à la porte de l'EDA. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie.